Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Donner, c'est déjà transmettre, mais dans le droit, comme dans la vie, donner ne s'improvise pas, c'est un acte réfléchi, chargé de sens, d'équilibre, qu'il s'agit de respecter, de conséquences quelquefois imprévues. La donation permet d'organiser la transmission de ses biens, de son vivant, d'aider un proche, de préparer une succession apaisée. Mais encore faut-il savoir quel type de donation choisir. Donation simple, donation avec réserve d'usufruit, donation partage, qui répartit de manière anticipée un patrimoine entre héritiers. Autant de dispositifs qu'il faut manier avec discernement. Nous en parlons ce matin avec nos invités. Nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec les vétérans de la profession, Maître Delany qui va prendre place à notre droite. Et nous sommes avec Maître Latiba Skrat, qui est notaire à Rabat, qui nous a rejoint, qui est à notre gauche. Ce matin, nous allons parler de transmission de patrimoine, mais de donation particulièrement. Maître Delany, le micro plus approprié, c'est à droite. Ici même. Ah, c'est celui-là. Ah oui. Bon. On prend le temps de s'installer. Mais je vous dis bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, monsieur Saoudi. Bonjour. C'était au début, il me dit. Bon, alors... Je ne suis pas habitué à me mettre à droite. C'est pour ça que j'ai du mal à commencer. Tu es à ma droite. Non, mais moi, toi, tu es à ma gauche. Oui. Je préfère continuer à ma droite. Ah d'accord, c'est les habitudes. Quand tu es à ma gauche, je change de... Les habitudes sécurisent. Ah oui. Docteur Hyde ou Mr. Jekyll. C'est vrai que... Bon, c'est une optique, hein, mais bon, on tombe être à son aise. Alors ce matin, je le disais, nous allons parler de donation. Et on va répartir... bien entendu la parole entre nos interventions et des interventions que peuvent faire entendre nos auditeurs. Nous resterons joignables jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors les donations, elles se pratiquent. Maître Latiba Skrat, elles se pratiquent de diverses façons. Oui. Et il y en a de diverses. Il y a des donations qu'on fait au quotidien, souvent pour des raisons souvent les mêmes. Et puis des donations un peu plus difficiles qui prennent un peu plus de temps, et on pense aux donations partage. Alors, moi je voudrais commencer par préciser que nul ne peut disposer de sa succession de son vivant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partager la succession, on ne peut pas disposer de son vivant, ni conclure un accord donc, sur comment régler la succession, sauf, évidemment, sous réserve des dispositions qui s'appliquent pour la donation et le testament. C'est-à-dire qu'on peut régler sa succession préalablement à son décès et par anticipation et disposer de ses biens et les répartir selon son propre gré et en fonction des nécessités, d'accord ? Et de vouloir établir un équilibre familial ou une répartition équitable. Oui, mais tout ça, évidemment, ça, c'est possible, mais sous forme de donation ou de testament. Seulement, alors je reviens aux donations, c'est que le problème, les gens s'attachent toujours à des donations classiques. Ils ne font pas l'effort, le jtihad, on oublie, hein, on oublie. Et parce qu'il faudrait quand même, surtout par rapport à la fonction notariale, on ne peut pas toujours décider uniquement de faire des donations classiques. Nous avons une multitude de possibilités et de process à exposer et à proposer donc à nos usagers pour pouvoir répondre à leurs besoins exacts. Donc, dans ce cas-là, donc, il y a la donation classique, c'est une donation de pleine propriété que le donateur donc, consent au profit du donateur. Donc, il se dépossède du bien, il se dessaisit du bien de la pleine propriété au profit du donateur. Et ça, c'est permis évidemment par la loi et ça permet donc
de gratifier quelqu'un de son vivant. Oui, de gratifier. Et ça, c'est pas nécessairement de la succession. Je dispose de mon bien. Mais c'est une manière de régler, d'anticiper sur le règlement de la succession. En effet, c'est le cas le plus fréquent que une famille resserrée, nucléaire, qui a par exemple 3 filles. Souvent, ce sont des familles qui souhaitent que l'essentiel de la transmission se fasse en direction de leurs filles. Et en ce sens, elles vont davantage opter pour des donations. Alors là, on est en train de nous éloigner de la donation classique qu'on pratique souvent. Il y a ce qu'on appelle les donations de partage. Alors, les donations de partage, ce sont des donations qu'on consent au profit de ses enfants, de ses héritiers, d'accord, pour déjà partager la succession de son vivant. Oui, et là, c'est ce qu'on appelle, mais ça, c'est la donation de partage, elle est consentie exclusivement au profit des héritiers et surtout des descendants. Mais oui, et ça on va y venir parce que c'est une donation qui prend beaucoup de temps. Mais effectivement, et ceux qui ont par exemple 2 filles, dans beaucoup de cas de figure, les parents essayent de transmettre l'essentiel du patrimoine familial en direction des filles. Après, effectivement, comment ça se répartit, ça c'est une autre paire de manches, Maître Mahmoud Alami. Moi, je pense qu'il faut distinguer 2 choses. La première, c'est qu'en droit marocain, il n'y a pas de partage de succession. Comme il l'a dit au début, ça n'existe pas en droit marocain. Il y a bien sûr, comme il a dit ma chère sœur et consoeur, Tiba, on peut bien sûr faire des donations tant qu'on est vivant. Mais là, quand on fait la donation, on n'est pas obligé de respecter l'ordre, c'est-à-dire donner, par exemple, par parts égales entre garçons ou donner le double au garçon par rapport à la fille. On peut donner ce qu'on veut. Mais par contre, en droit français, en droit européen, ça existe. Il y a des formules, il y a des mécanismes juridiques pour faire justement ce partage de succession. Mais après, il y a le compte rendu qui est fait par la suite où il faut respecter ce qu'on appelle la quotité disponible permise par la loi. Quand il y a par exemple par donation, par un testament ou par donation, voilà. Après, il y a le compte à faire. Mais en droit musulman, les choses sont claires. Il y a, comme il a dit, il y a le testament qui est clair. Il y a la donation, qui est faite au profit des descendants, des collatéraux, etc., du conjoint. Et on n'est pas obligé de respecter, si vous voulez, donner à la fille moins que le garçon. On peut donner ce qu'on veut, parce que c'est un acte qui est libre. On peut donner à X ou à Y la moitié. J'ai 40 ans, mes filles ont 3, 4, 5 ans, peut-être un garçon qui est aussi dans la fleur de l'âge. Mais si j'ai 70 ans, j'ai 70 ans et je décide de donner l'essentiel du patrimoine que j'ai constitué durant une vie, 75 ans, ça a une autre portée, une autre signification. Sur le plan social, c'est-à-dire entre relations de famille, mais en droit, tu es libre de donner ce que tu veux. Tu n'es pas tenu par une quantité ou un pourcentage. Tu peux donner ce que tu veux. Mais c'est vrai que la différence entre j'ai 75 ans, donation entre vifs, vous êtes libre. L'espérance de vie n'est pas infinie, mais c'est vrai que je suis libre et je peux décider. Tant que tu as ta capacité physique et intellectuelle, que tu peux signer, tu peux t'engager, etc., tu es libre de donner à qui tu veux. Si tu veux même donner une somme d'argent, tu peux le constater également par acte notarié, comme tu peux faire un virement. C'est ce qu'on appelle une donation directe. C'est quand on donne des fonds, quand on donne... c'est pas obligatoirement uniquement de l'immobilier qu'on doit parler, il y a aussi l'immobilier, il y a des tableaux de valeur. Absolument. Et puis la donation, on peut donner même à quelqu'un d'étranger à la famille, pas spécialement nécessairement au profit d'héritiers. Quand on le fait pour les héritiers,
c'est une manière anticipée de régler sa succession pour ne pas laisser des problèmes après son décès. Et en fonction des besoins que nous sentons chez les donataires. C'est-à-dire, bon, quand on a un enfant handicapé, il faudrait le protéger. Quand on a une fille et 3 garçons, on veut assurer l'équité entre les enfants. Donc, vous savez, il y a plusieurs conditions à prendre en considération. Et c'est l'expression de votre libre volonté, comme a dit Maître Alami, c'est une... tant que vous avez les capacités mentales et physiques, vous pouvez exprimer votre volonté et donner même à ces capacités, au-delà de 80, de 85 ans, ils sont encore en pleine vie. Il y a des personnes, effectivement, qui gardent longtemps leur vivacité. Absolument, tout à fait. Hein. Moi, écoutez, on a beaucoup d'exemples, même au sein de nos responsables. Hein. Oui, c'est la question il faut appeler un chat. Pourquoi les Marocains, enfin en droit de la famille marocaine, d'ailleurs, dernièrement, il y avait tout un débat pour changer l'ordre successoral, etc. Pourquoi on fait ce jeu de donation? C'est pour couper la voie à des cousins, à des oncles qui sont vraiment lointains de venir recueillir une part de la succession alors que les enfants ne connaissent même pas leurs arrière-cousins et cousines, etc. Ce qui est logique. Donc c'est une manière, un mécanisme juridique qui permet aux parents de donner ce qu'ils ont des fois au profit quand on n'a que des filles. Et c'est pas une manière de les déshériter. Parce qu'on n'a pas le droit de renoncer à une succession et on n'a pas le droit d'exclure quelqu'un de la succession. Absolument. Mais là, la succession n'est plus la décision que je prends. Monsieur Saoudi. Monsieur Saoudi, on ne peut parler de succession que le jour du décès, de l'auteur. D'accord? Là, on peut parler de succession. Mais tant qu'il est en vie, il est libre de disposer de ses biens, de donner, je vous dis, à qui il veut, c'est-à-dire même quelqu'un hors de la famille. C'est pour ça, mais ce n'est pas une façon de déshériter les arrière-cousins ou les neveux ou qui que ce soit. Cela dit, il y a une limite à ce raisonnement parce que il se dit que, disons, j'ai 2 enfants, je fais une donation librement au profit de l'un d'entre eux. Oui. Peut-être 2 garçons et bon, je donne quasiment 90% à l'un d'entre eux. Et ces donations sont quelquefois contestées au niveau judiciaire. Et ils sont considérés comme une façon d'être déshérités quand certaines proportions ne sont pas... Si la donation a été bien établie et respecté les conditions légales d'établissement, et que la personne dispose de toutes ses facultés, d'accord, il n'y a pas lieu, souvent les contestataires se voient déboutés de leur action judiciaire. Absolument. Certainement, c'est Saoudi, il parle de certains cas. C'est vrai, il y avait des donations qui ont été annulées par le tribunal, etc., parce que soit que le donateur avait signé au moment de la dernière maladie, le prévoit le code comme il le prévoit certains cas de la jurisprudence, etc., où certaines donations ont été annulées parce que ils ont pu prouver qu'ils étaient soit faites sous la menace ou sous un chantage ou la maladie, parce que quand quelqu'un est très malade et vraiment gravement malade, il devient faible, et donc il y a un abus de faiblesse au moment où il a signé, mais là il faut vraiment le prouver par un tas de choses, et là des fois ça dure des années devant les tribunaux, première instance, appel, cassation, etc. Mais sinon, si la donation, comme il l'a dit, elle a été elle a respecté les fondements juridiques, voilà, dans la forme et dans le fond, il n'y a aucun problème. C'est important de le faire entendre, parce que dans l'esprit commun, certaines donations peuvent être contestées, mais dans quel cas de figure, parfois il y a du flou. Tu as la réponse à cette question. J'ai entendu dans un débat où il y avait un grand, pour ne pas dire de bêtises, je crois que c'était le président des ulama, etc., au moment où il y avait le débat sur le droit de la famille pour modifier les parts héréditaires, etc. Il a dit, mais écoutez, il y a plusieurs mécanismes pour donner, donc la loi, la charia ne vous interdit pas de donner.
Donc, de faire l'hiba, ce qu'on appelle l'hiba. Moi, j'ai réfléchi à une chose. Au moment où il y avait ce débat autour donc de la réforme de la Moudawana pour le logement familial, en cas de la survie de l'épouse, donc pour le domicile conjugal, l'islam, la loi marocaine, le statut personnel prévoit le DOC. Qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit ce qu'on a, la dernière fois on en avait discuté avec ces Saoudis, c'est l'Umrah. Donc, on peut consentir une Umrah au profit de son épouse, c'est-à-dire qu'elle reste dans le domicile conjugal jusqu'à son décès. Voilà. Après, ça revient aux héritiers. C'est-à-dire, c'est pas la peine de jeter la veuve dehors, alors que elle a une Umrah, donc qui est consentie par le défunt, par l'époux. D'accord, c'est comme une donation au dernier vivant. Elle reste dans le domicile familial, elle est là, donc avec sa dignité, avec sa protection, et le jour où elle décède, les héritiers n'ont qu'à venir récupérer. Donc c'est purement islamique. C'est une manière parce que des fois on se trouve devant un drame. Quand il y a un décès, et on vient pour récupérer sa part héréditaire, on jette l'épouse. On a eu des témoignages d'auditeurs en direct qui nous ont dit il y a des personnes qu'on n'avait jamais vues qui ont toqué à la porte le jour du décès. Vous avez les cousins et les cousines quand il n'y a pas d'héritier mâle. Une fille. Quand il y a une seule héritière et puis elle connaît personne autour. Moi j'ai eu un cas, le défunt a laissé une fille, elle ne connaît aucun parent à son père. Jamais vu de cousin ni de... Elle se retrouvait toute seule le jour où son père est décédé, elle rentre à la maison. Il rentre à la maison, il prend une place et il prend une couverture et s'installe. Il demande des comptes. Il demande des comptes, qu'est-ce qu'il y a? Il commence à compter le mobilier, les assiettes, les verres, etc. Et il se met, il dit, mais c'est mon droit, parce que, comme on dit, c'est la réserve légale, la réserve héréditaire. L'expression, je crois française, on dit le bord saisit le vif. Dès que l'âme, la personne, l'âme, il y a les héritiers qui viennent, ils ne doivent pas attendre les adultes. C'est automatiquement, ils ont la qualité d'héritier, ils se mettent au travail. Ça fait partie de la culture. Ça j'entends bien. Il y a Karim Droni qui va nous dessaisir de la parole. Je vais lui céder ma place, maître Alami, et on va se retrouver après le flash. Mais on va créer le débat sur le respect des heures, parce qu'on a décalé la respiration musicale. On va en profiter après le flash d'information et on prendra la suite de notre émission des experts. Ceux qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas à nous contacter jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous ferons la suite de notre émission des experts ce matin qui est pleine de surprises. Nous sommes avec un auditeur qui nous a contacté de Rabat, auquel on cède la parole, et je rappelle à ceux qui se joignent à nous que nous sommes avec Maître Mohamed Alami, que nous sommes avec Maître Alati Basqat, et je salue l'auditeur, c'est Ali qui est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Je voulais poser deux petites questions. Tout à l'heure, M. Basqat a parlé de l'Umrah. Je me demande si c'est pas l'équivalent de la donation de jouissance à un époux. Et deux, la deuxième question, quand on parle de testament chez nous, je pense que, je ne sais pas, peut-être il y a des nouveaux, à ma connaissance, il n'y a que le tiers qu'on peut donner à des non-héritiers. Voilà, ce sont mes deux questions. Alors, bonjour Assedi. Donc, pour répondre à votre question, donc l'Umrah, il s'agit bien d'une donation en usufruit. Mais là, c'est un précepte musulman, d'accord, qu'on appelle l'Umrah. Pour que la plupart du temps, c'est le mari qui consent l'Umrah à son épouse au cas où elle lui survit. Elle reste quand même occuper le domicile conjugal jusqu'à la fin de ses jours. Et après, évidemment, la succession est ouverte pour le départager, pour départager entre les autres héritiers.
Donc c'est une manière de régler. À mon sens, c'est une manière de régler cette histoire qui pose un tas de problèmes par rapport au domicile conjugal et par rapport donc à la sécurité et à la dignité à conserver à l'épouse. Ça est bien. Donc, le deuxième volet de votre question, Excusez-moi, maître. Excusez-moi, maître. Est-ce que c'est un acte qui peut être rédigé par un notaire? Absolument. Non, absolument. C'est un acte qui peut être rédigé par un notaire qui a pleine compétence. Le coût de l'opération? Le coût de l'opération, tout dépend de l'évaluation donc que nous allons mettre pour l'Omra et qui est alors l'évaluation est aussi proportionnelle à la tranche d'âge de l'épouse, donc enfin de celui qui bénéficie de l'Omra. D'accord? Donc c'est proportionnel par rapport à la tranche d'âge parce que nous avons des tranches. Quand elle a 50 ans, c'est à peu près la valeur c'est 10%, absolument. C'est à partir de certain âge. Si elle a au-delà de 60 ans, c'est un dixième, donc en fonction de l'âge de l'épouse. Donc plus elle est jeune, plus la valeur augmente. Et les droits sont alors c'est 1,5% pour l'enregistrement, 1,5% pour la conservation foncière, plus des fixes, plus les honoraires du notaire, plus la TVA. C'est-à-dire? Merci beaucoup pour la première question. La deuxième. Alors la deuxième question, c'était concernant rappelez-moi exactement ce que le deuxième. Le testament. Alors voilà, le testament. Évidemment, le testament normalement il est limité au tiers. Mais le tiers disponible, c'est-à-dire il faudrait conserver les quotes-parts héréditaires, la réserve héréditaire pour les autres héritiers, et donc ça ne peut pas dépasser le tiers du patrimoine successoral. Toutefois, on peut dépasser le tiers avec l'accord des héritiers présomptifs. Ouais. Et alors, il est également interdit entre guillemets, qu'on ne peut faire un testament au profit d'un héritier. Donc, on peut mettre toutefois, on peut en dresser un acte. Ça veut dire que le testament peut dépasser le tiers, le testament peut être fait même au profit d'un héritier, donc qui va avoir une réserve légale, une quote-part héréditaire, mais avec l'accord des autres héritiers. Alors l'accord des autres héritiers, il est évidemment observé dans un acte. Au moment où on fait le testament, on dit que c'était la comparution, le notaire, je reviens encore, le notaire modèle, d'accord, peut faire le testament, il fait comparaître le testateur, il peut faire comparaître le légataire, c'est-à-dire celui qui reçoit le legs, et il fait en présence des héritiers présomptifs qui donnent leur accord, soit pour dépasser le tiers, soit pour, par exemple, si c'est l'épouse qui a normalement un huitième, on fait comparaître aussi ses enfants pour lui donner la majorité de la succession. Donc, s'ils acceptent, et une fois que l'acte est signé, même s'ils veulent revenir là-dessus, ils sont déjà engagés. Le testament est appliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir sur l'accord qu'on a consenti au moment de l'établissement du testament. Donc ça, c'est... Oui, ça, c'est un engagement définitif. C'est important, parce que si je fais entendre un oui dans certaines circonstances et que juste avant je change d'avis, et c'est important de faire entendre cet aspect. Mais par rapport au coût, je pense que l'auditeur, je ne sais pas s'il a été effrayé. Si on prend l'exemple d'un bien qui vaut 1 million de dirhams, alors la valeur de l'usufruit, disons qu'elle est 10%, c'est 100 000 dirhams. Oui. L'opération de l'Omra, pour ceux qui voudraient donner cette possibilité, ou en tout cas préserver les intérêts de leur conjointe,
Ça va être évalué à combien le coût de l'opération? C'est un dixième de 1 million, donc ça fait 100 000 dirhams. Oui. Ah ben, 1,5, ça fait 1500 dirhams à l'enregistrement, 1600 dirhams à la conservation foncière. Ça fait 3 000. Oui, mais écoutez, quand on veut préserver un droit, on n'est pas près de 3 000 dirhams. Ah oui, mais c'était important pour un bien qui vaut 1 million de dirhams. Que c'est important de donner un exemple concret, parce que c'est vrai que si on entend les 20% de TVA, etc., on peut aboutir à des évaluations plus élevées qu'elles ne sont. Moi je pense qu'il vaut mieux engager des frais, parce que de toute façon ça va dans les caisses de l'État, ça n'enrichit personne, ça enrichit l'État, mais au moins il y a une chose, c'est qu'on évite d'une manière définitive les problèmes par la suite, les tribunaux, et puis la discorde au sein de la famille. Oui. Vous savez, tout a un coût. La sécurité juridique a un coût. Si vous voulez la sécurité juridique, il faut payer. C'est tout à fait normal. On ne peut pas avoir et la sécurité juridique et l'exonération et... Non. Chaque chose, si vous voulez sécuriser d'ailleurs le système du notariat latin, elle ne plaçait que moi parce qu'elle siège dans les instances internationales et tout ça, elle voit ce qui se passe dans le notariat international. Le système du notariat latin qui englobe un tas de pays de l'Europe et de... 94 pays. 94 pays, c'est pas négligeant. Donc tout ça, par rapport à l'autre notariat qui est au-delà de l'Atlantique, où il y a énormément de procès. C'est les avocats qui s'accaparent parce que les gens font des actes qui sont signés et qui font foi, mais qui sont contestés. Par contre, ce système-là, c'est un système qui protège. Et si vous voulez protéger un droit, vous êtes obligé de payer. Donc, on préfère payer, si vous voulez, ce qu'il faut pour se protéger qu'après d'aller devant les tribunaux. Voilà, c'est un choix. Disons, je fais à grand trait pour un bien d'une valeur de 1 million de dirhams, procéder à l'Omra, bon, si c'est l'évaluation du coût, c'est autour de peut-être, je vais dire un chiffre compris entre 5 000 et 10 000 dirhams. C'est une décision qu'on prend. Et puis, vous savez, vous êtes gagnant à 1000%. Absolument. Parce que vous avez épargné d'abord votre conjoint, d'accord, des problèmes. Vous lui avez assuré sa dignité, le risque que le soit vendu aux enchères. Absolument. Oui. Parce que de toutes les façons, tout est gagné là-dedans. Mais dans cette opération, attention, il n'y a pas que ces droits-là. Il y a une certaine chose qu'on a tendance des fois à mettre de côté. Il y a des documents à produire, tels que l'attestation fiscale qu'il faut avoir préalablement. Ah oui, encore. Ça, c'est un travail aussi, un travail qui n'est pas facile. Quand on souhaite faire une donation, il faut... Absolument. Oui. Toute donation d'un bien de droit réel, il y a une attestation fiscale qui est la fameuse dont on a parlé plusieurs fois. Pour l'avoir, il faut faire le parcours du combattant, aller d'une administration à l'autre, etc. Ça également, c'est un travail, parce que le notaire ne se charge pas uniquement de rédiger l'acte, vous passez, vous signez, puis au revoir. Non, il y a des documents à fournir. Il y a des déclarations à faire, il y a une déclaration qui doit être faite dans les 30 jours, sinon vous recevez une majoration pour défaut de déclaration, etc. Donc il y a certains documents à préparer qui entourent cette opération de donation ou de constitution de droit réel. Après, quand on a la volonté de donner, il y a diverses façons, et bon, je crois que l'expérience, et c'est l'avantage aussi de l'expérience et de l'âge, c'est qu'on a vu parler de l'expérience, mais pas de l'âge, en ma présence. Je ne sais pas comment la mesurer. Alors, si vous m'enlevez l'unité de mesure, c'est plus difficile. On va revenir à notre sujet dans quelques instants après la respiration musicale, et on sera à l'écoute des auditeurs qui souhaiteraient prendre la parole, partager des avis ou poser des questions. C'est toujours 05 22 95 36 70 ou 80.
Et nous sommes avec nos deux invités que je présenterai rapidement. Nous sommes avec Maître Mohamed Alami qui notaire à Casablanca et nous sommes avec Maître Latif Asqad qui notaire à Rabat. Nous parlons des donations un peu particulières. Il n'est pas interdit de s'ajuster ou de faire preuve, non pas d'imagination, mais disons de technicité pour effectivement répondre aux volontés un peu particulières qui peuvent s'exprimer lorsqu'on discute avec un notaire. Maître Latif Asqad, on a pratiqué des donations un peu particulières et spécifiques, et il y a cette notion de charge qui est quelquefois rajoutée dans les actes de donation. Alors s'il s'agit d'illustrer ce propos par des exemples. Oui, alors en matière de donation, évidemment il y a ce qu'on appelle des donations simples, il y a des donations avec charge, et il y a des donations aussi avec des conditions spécifiques. Quand on fait une donation, évidemment, le donateur a la possibilité d'intégrer des conditions, évidemment à condition qu'ils soient licites, qu'elles soient raisonnables. Par exemple, quelqu'un qui fait une donation d'une ferme à son fils ou à ses enfants, ensemble. Alors c'est une exploitation. Exploitation ou même une maison, même un commerce, même peu importe le bien donné, mais il inclut une condition, donc par exemple de verser un montant déterminé mensuellement à leur tante ou au gardien de la ferme ou au chauffeur, c'est-à-dire pour gratifier quelqu'un, donc, mais il fait donc cette donation, mais avec une charge. La charge, donc, c'est une condition. C'est pas une condition, mais c'est une charge qui permettrait donc à une autre personne aussi de profiter d'un certain confort, si vous voulez. D'accord. Oui. Alors à ce moment-là, évidemment, les donataires restent libres de donner ou pas, mais c'est leur conscience donc qui est mise à... Oui, mais c'est-à-dire j'accepte de recevoir et en conscience je peux ou pas respecter. Il faut quand même respecter la volonté du donateur. Ça reste moral. Ça reste un engagement moral. Moi je vous donne, mais à condition que vous versez une telle somme à telle personne. Par exemple, parce que des fois, vous savez, on n'a pas tous que des gens aisés dans la famille. Il y a certains qui sont aisés, d'autres moins, d'autres démunis. Donc, il faudrait quand même. Et nous avons c'est pas cette politique. C'est une politique de protection familiale. On veut toujours donc protéger les siens. Et là, on peut donc imposer des conditions et une charge aux donateurs. Je pense que ces charges-là doivent être un petit peu sécurisées pour de vue valeur d'exécution. Parce que si on met une charge et que la personne, le donateur, l'accepte, ça devient un engagement. Oui, cet engagement, il faut l'honorer. Pour l'honorer, il faut créer un mécanisme qui puisse vraiment contraindre cette personne à donner, par exemple, telle somme à telle personne. Sinon, on va rester toujours dans la morale, etc. Il n'a pas de conscience. Mais ça ne donne rien. Parce que les gens, il faut les obliger. Pour les obliger, il faut mettre quelque chose qui, comme quand on emprunte de l'argent de la banque, on met une hypothèque. Bien que même si vous êtes le meilleur client de la banque, vous êtes un type irréprochable, etc. Mais ces organismes, s'ils prennent toutes les précautions, c'est parce qu'il peut y avoir défaillance, il peut y avoir mauvaise foi, etc. Donc ça serait bien, je ne sais pas moi, on peut concevoir, parce que dans le notariat, dans les engagements, dans les actes, les gens travaillent, ils créent, parce qu'il faut créer. La dernière fois, tu m'avais posé la question de qu'est-ce que vous faites comme acte. Parce que souvent, quand on parle de notaire, de l'acte, on parle de la vente immobilière, la vente d'appartements, la vente appartements. J'ai dit que, écoutez, les notaires, on a travaillé sur beaucoup il y avait une diversité d'actes qu'on faisait. C'est-à-dire, maintenant, on les voit de moins en moins parce qu'on va vers quelque chose
chose de quantitative, mais qui n'est pas de qualité, etc. On fait beaucoup d'actes de vente immobilière, mais il y a énormément de choses. On a fait des sociétés, n'est-ce pas? On a fait des PV, on a fait des augmentations de capital, on a fait des fusions, on a fait des constitutions de servitude, il y a un tas de choses, des échanges, des partages, beaucoup de choses, des donations avec peut-être charges, il y a énormément, c'est une matière qui est très riche, mais il faut... C'est pourquoi moi j'avais tout à l'heure parlé de l'ijtihad. Il ne faut pas rester toujours dans le schéma classique. Il faudrait créer... Le notaire doit être un créateur de droit. Oui. Et bon, voilà. On peut se créer tous les droits qu'on veut, mais pas celui de déborder. Parce que voilà, vous présente les actualités. Et on va se retrouver pour la deuxième heure d'émission très rapidement. Et ceux qui souhaitent prendre la parole ou poser des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 05 92 95 36 70 ou 80. Nous prenons la suite de notre émission des experts avec nos deux invités, Maître Mohamed Alemi, Maître Lati Basqat, et nous sommes avec une auditrice qui nous a contacté de Tanger. Madame Hassan est avec nous à l'antenne. Bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour à vous. Je vous remercie pour le programme. Ma question, c'est toujours sur la donation. أنا ماماري ملي الدار ديالي فين أنا ساكنة الرسمية يعني ماشي سكوندير ملي عمرة واش يمكن لا ميزون سكوندير مثلا يمكن نسوي أنا لي في نفس الطريقة نفس الشيء يعني ما يمكنش مثلا بعد عمر طويل يعني يدخل الورثة إلا يعني من بعد ما كنسكت منها يعني حتى في لو دوميسيل سكوندير واش يمكن نعملوا بنفس الطريقة. هذه هي لا كيستيون اللي عندي سيدي. جو ريميرسي بوكو لي نوتير اللي معاك. Bon, madame, évidemment, si vous avez déjà bénéficié de l'Umrah, oui. L'Umrah a une condition particulière. C'est qu'il vous fait une donation de l'Umrah, ça veut dire que vous devez occuper le bien vous-même. Pas quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas louer cette maison parce que c'est votre résidence principale, d'accord? Oui. C'est votre maison familiale, résidence principale, ça veut dire que vous y restez vous-même. Vous n'avez pas le droit de louer. Donc, alors vous ne pouvez pas, il y a une différence entre l'Umrah et la donation d'usufruit. L'usufruit veut dire, l'usufruit, c'est l'usage, d'accord? C'est l'usus et le fructus. L'usage et le revenu. Alors, si vous avez déjà bénéficié de l'Umrah pour cette maison, c'est parce que vous devez l'occuper vous-même. C'est une obligation. Sinon, ce n'est plus l'Umrah. D'accord? Pour l'autre maison, il peut vous faire une donation d'usufruit. Oui. Alors, c'est-à-dire, vous pouvez l'utiliser pour faire habiter votre maman, votre cousine, votre fils. Vous pouvez la louer et percevoir les loyers. Donc c'est beaucoup plus détendu, si vous voulez, comme droit réel. D'accord. Alors l'Umrah, c'est l'obligation. Pourquoi on appelle l'Umrah? Elle est différente de l'usufruit. On doit y rester, c'est-à-dire l'usage doit être attaché à l'occupant. Voilà. Par contre, l'usufruit, vous êtes libre. Et vous pouvez avoir l'usufruit votre vie durant, c'est-à-dire l'usufruit toute votre vie. Vous allez louer cette maison, percevoir les loyers, vous pouvez faire votre cabinet médical là-dedans, vous pouvez faire loger quelqu'un de votre famille, c'est votre problème. Vous avez l'usage. يعني طبيعة كيفاش غادي يعمل لي هو في هذيك الثانية مثلا. هذيك الثانية غادي ندير لك دوناسيون ديزوفروي. Voilà. Mais ce n'est pas l'Umrah. Ce n'est pas l'Umrah. Ce n'est pas l'Umrah. C'est pas l'Umrah. L'Umrah, c'est ويمكن هاد ليزوفروي تكون في la première et la deuxième. Là, ça fait, vous avez l'Umrah. Vous avez l'Umrah, c'est-à-dire cette maison, vous devez l'occuper vous-même. Moi-même, d'accord. Voilà. La deuxième, ça se trouve les usufruits. Et voilà, exact. D'accord. Et ça peut être la troisième, la même chose, la même... Ah ben oui, il peut vous donner tout ce qu'il possède. Hein. Libre à vous de vous débrouiller avec votre mari, il peut tout vous donner. Hein. Oui, non, parce que encore, il y a toujours le problème des enfants quand on n'a pas d'enfants. Donc, c'est vrai. alors vous voyez...
انا عجبني الكلام ديالكم لان هذا واحد الباب مهم جدا ان الواحد يعني بور سيكوريزي سون ايبوز ابري هذيك القضيه ديال العمره سي pour vous sécuriser pour que vous restez dans votre maison vous ne soyez pas délogés par les autres héritiers ماشي غير السيد يموت وما يقول لك جمع حوايج تخرج من الدار c'est le domicile conjugal c'est ça voilà le domicile conjugal et vous allez rester dans votre maison ici عاوتاني le revenu ديالو si je veux louer voilà alors les autres biens ils peuvent vous les donner en usufruit c'est-à-dire que vous pouvez les louer percevoir les loyers et vivre avec mais une fois que vous partez داك الساعات les héritiers يدبروا راسهم voilà داك الساعات libre à eux de récupérer c'est ça oui merci beaucoup madame je vous remercie je vous en prie infiniment et merci beaucoup monsieur Saoudi. C'est un plaisir. On sera à l'écoute jusqu'à midi d'ailleurs de toutes les interventions, qu'on ait des avis à partager, pas qu'ils aillent dans le sens de ce qu'on dit ou pas, que vous ayez des questions, nous restons joignables au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors quand on a vu passer effectivement ou des donations, fait des donations ou des testaments, et parfois il y a des demandes un peu particulières, prendre soin des animaux domestiques ou maintenir le niveau de rémunération des personnes qui travaillent dans la ferme, ou etc. Donc il y a beaucoup de possibilités qu'on peut inclure dans les actes. Après, effectivement, ce que j'ai cru comprendre, ce qui est difficile, c'est de s'assurer de l'exécution de l'engagement. Oui. Parce que l'exécution de l'engagement, s'il n'y a pas c'est-à-dire un moyen pour les obliger à exécuter, vous savez, la parole et la bonne volonté, la morale et tout ça, avec les années, des fois, ils peuvent disparaître et il n'y a que quelque chose qui va te contraindre. C'est vrai, parce que des fois, on peut laisser une donation avec engagement par le donataire de verser une somme d'argent ou de loger quelqu'un gratuitement ou faire ceci ou cela. Mais pour voir est-ce que cette volonté, cet engagement va être fait ou non, je pense qu'il faut l'entourer d'une certaine garantie. Oui. Je ne sais pas, les juristes peuvent créer quelque chose, comme on a créé des droits, ou des hypothèques, ou des genre d'hypothèques, etc. Ça peut se faire aussi pour garantir cet engagement. Mais il faut trouver le moyen. Et encore faut-il que la personne bénéficiaire. Voilà, donner la possibilité à cette personne qui va recevoir cet avantage de se défendre ou d'obliger l'autre à le faire s'il ne respecte pas. Les animaux domestiques n'ont aucun moyen de contester quoi que ce soit. Tu désignes quelqu'un qui va veiller à ça. À leurs intérêts. La SPA. Pour le contrôle. Ah oui. Moi, je me rappelle, j'avais un testament où la personne, c'était un Européen qui avait dit que voilà, je laisse telle somme pour l'entretien de mon chien, par exemple. Ah oui. Mais c'est monsieur tel qui va veiller à l'exécution de cette disposition. C'est un testament. C'est monsieur tel qui l'a nommé, etc., qui va venir pour contrôler est-ce que cet animal est bien traité, est-ce qu'il a reçu le vétérinaire, est-ce qu'il a fait ses vaccins, etc. D'où le rôle de l'exécuteur testamentaire. C'est comme un tuteur, c'est l'exécuteur testamentaire. Donc il veille à la bonne exécution du testament. C'est pour ça que je dis, il faut toujours faire une disposition et la renforcer par un contrôle, un moyen que ce soit exécuté. Nous sommes avec un auditeur qui nous a contacté de Rabat. CNS est avec nous à l'antenne. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour CNS, on est à votre écoute. Merci pour cette émission et de ces informations très très importantes. Alors ma question porte sur la donation à un enfant mineur. Par exemple, et c'est généralement les filles qui sont vulnérables. Donc si demain par exemple j'ai un bien qui fait rentrer une rente, par exemple, un appart que je loue, par exemple, et je veux faire la donation de ma vie à ma fille. Donc, de un, est-ce que je peux faire la donation, mais en même temps gérer le bien, l'argent et tout ça? Et plus important, si je quitte la planète avant qu'elle est adulte, comment ça se passe après? Voilà, ça c'est... Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement donner? Est-ce que vous voulez donner le bien ou donner uniquement le revenu parce que vous parlez de loyer? Non, le bien avec son loyer. Le bien avec son loyer, c'est-à-dire la pleine propriété.
Oui. Vous ne gardez pas l'usufruit. Parce que vous pouvez faire une donation à votre fille ou à vos filles de la nue propriété de cet appartement et vous continuez à percevoir les loyers. Et si, d'accord. Alors c'est une donation en nue propriété. Vous gardez l'usufruit et à votre décès, l'usufruit va tomber par le décès et va rejoindre la nue propriété pour faire la pleine propriété. Ça veut dire que vos filles vont prendre le bien en entier. Oui, d'accord, parfait. Ça, c'est la première question. Voilà. Et si le décès... s'il vous arrive problème et vous décédez avant, s'ils sont majeurs, le problème est résolu. Elles peuvent s'autogérer sans aucun problème. S'il vous arrive problème et vous décédez avant qu'il n'ait atteint l'âge de la majorité qui est de 18 ans, d'accord, il y a leur maman qui devient la tutrice légale. Parfait. C'est elle qui va tout gérer, d'accord, en attendant l'arrivée à terme, donc qu'il devienne majeur. Tout gérer, est-ce que ça... Et donc, même si elle est tutrice légale, il y a ce qu'on appelle, elle possède un bien au-delà de 200 000 dirhams, et c'est le cas, parce que l'appartement, il coûterait certainement beaucoup plus de 200 000 dirhams, il y a ce qu'on appelle un dossier qui est ouvert auprès du juge, des mineurs, d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle un dossier de représentation légale et qui contrôle votre épouse. C'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas vendre l'appartement et récolter les fruits à leur détriment. C'est bien ça le sous-texte. Absolument. Non, elle peut vendre l'appartement, mais il y a toujours le contrôle du juge des mineurs. C'est-à-dire que l'argent doit être dévolu aux filles. Oui. Même absolument. Même s'ils sont mineurs. Même s'ils sont mineurs. Non, le juge a toute la latitude de contrôler. Hein. Ah. Est-ce qu'il y a moyen de désigner un tuteur ou autre que la maman? Absolument. Non. Elle est tutrice légale, c'est obligatoire. D'office. Mais vous pouvez nommer un tuteur datif, d'accord, uniquement pour un contrôle supplémentaire. Hein. D'accord. Mais c'est-à-dire pour dénoncer auprès du juge au cas où une mauvaise gestion. Parfait, merci beaucoup pour les informations. C'est un sujet qui est très flou pour les non-connaisseurs et malheureusement la loi, c'est pas un bouquin à lire. Malheureusement, il faut des experts. Merci beaucoup. Je vous en prie, Sidi. C'est vrai que c'est parfois indigeste si on se contente effectivement de lire les termes purement juridiques. C'est quelque chose. Il faut avoir le goût. C'est pourquoi il y a tellement d'études notariales. Donc on peut s'adresser à un notaire pour une consultation juridique. Les consultations sont gratuites normalement. Les consultations juridiques sont gratuites auprès des notaires, donc il ne faut pas vous priver. Hein. Il faudrait aller voir des notaires et vous renseigner sur la manière de gérer votre patrimoine ou de le préserver. Ah oui, il dit normalement. Donc, il y en a qui sont réfractaires à la notion de gratuité. Gratuité aujourd'hui, 11 heures. En tout cas, oui, bon, on sera à l'écoute encore 40 le service minutes. public, il n'est pas gratuit. Hein. Mais quand vous consultez à la conservation foncière, vous payez. Avec une simple consultation pour voir qui est... Donc la gratuité de nos jours. Oui. Bon, on parle de... mais pour nous, c'est une contribution sociale pour éviter donc à nos concitoyens de faire des... On le fait pour nos clients. Absolument. Pour les clients de l'étude, bien sûr, la consultation est gratuite. Bon voilà, tenez-vous-le pour dit. Mais ce qui nous appeler aussi, c'est tout aussi gratuit. On partage dans la mesure du possible, parce que nous avons nos contraintes horaires. Mais l'histoire de l'administre, c'est-à-dire de la tutelle, le tuteur légal, l'exécuteur normalement, nous, avant il y avait le tuteur légal était le père, c'est-à-dire l'autorité était
paternelle. Maintenant, elle a tendance, elle est en train de devenir parentale, parce qu'il y a le père et la mère, finalement, qui doivent avoir le même traitement, le même statut. Surtout avec le nombre de divorces, bon, il y a beaucoup aussi de familles qui sont gérées d'ailleurs, on dit à défaut du père, c'est la mère, ce qui est logique. Et des fois, la mère peut gérer mieux que le père pour défendre les intérêts de ses enfants. Parce qu'on a vu en société, tout ça, quand il y a des divorces et des solutions de mariage, etc., que c'est toujours la mère, c'est elle qui la fibre maternelle est irremplaçable. C'est comment on appelle ça, c'est le truc naturel. La louve féroce pour défendre ses louveteaux. C'est la nature qui est comme ça. Hein. C'est ce qu'on a pu observer dans beaucoup de circonstances. Toujours 11h22 minutes. On va se retrouver dans quelques instants après la respiration musicale et nous restons ouverts à l'échange si vous avez des questions ou des avis à solliciter. Nous resterons joignables au 05 22 95 36 70 ou 80. Et avec nos deux invités avec lesquels on se partage le temps de parole qui nous est imparti, nous resterons à l'antenne jusqu'à midi, bien entendu, à l'écoute de vos questions au 05 22 95 36 70 ou 80. Et puis il y a une donation partage qu'il s'agit d'expliciter ce matin. On n'a pas évoqué effectivement le procédé. Comment est-ce qu'on rédige ces donations partage? Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Dans quelle mesure c'est engageant? Et puis il y a le chapitre des évaluations, parce qu'il faut en passer quelquefois par des expertises pour déterminer la valeur de chaque chose qui constitue un patrimoine. Ça peut être un fonds de commerce, ça peut être une activité agricole, ça peut être un ensemble d'appartements ou de biens immobiliers, ça peut être un certain nombre de choses qui sont extrêmement diverses, et quand il s'agit d'accorder les esprits, c'est quelquefois une mission bien délicate. Nous allons en parler après le flash d'information. Karim Droné nous rend visite toujours pour le dernier flash qu'il présente un peu en avance. On va lui céder notre place et on se retrouve pour la suite des explications après le flash présenté dans quelques instants. Nous reprenons la suite de notre émission des experts avec nos invités ce matin. On a un débat qui était également au niveau de... Enfin, tout à l'heure, dans les coulisses, on parlait du sujet. Les écuries d'OGS. Voilà, c'est ça. Donc, c'était une prolongation de la donation et du partage, etc. Oui, bon. La donation-partage, c'était le... Donation-partage, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi, parce que la donation, c'est une donation partagée. Alors, on peut l'appeler, dans certaines conditions, la donation-partage consiste en un partage anticipé par le donateur de son patrimoine entre tous ses descendants. C'est-à-dire, il faudrait qu'ils soient tous intéressés. Il faut qu'ils réunissent tout le monde et que tout le monde se mette d'accord. Voilà, et qu'ils doivent recevoir chacun un lot au terme de l'acte. Sauf clause contraire, s'il s'agit d'une donation en avancement d'ouari, c'est-à-dire on donne une partie et on précise c'est une partie de votre part successorale. Ah, donc vous la recevez par avancement d'ouari, c'est-à-dire sur succession future. Voilà, c'est qui constitue une avance sur la part. Là, même en droit marocain, moi je l'ai faite. C'est une donation qui constitue une avance sur la part de la réserve héréditaire. Donc vous revenons au donateur. Tout de suite, mais lorsque la succession va s'ouvrir, cette part vient en déduction. En déduction. Voilà. Oui, mais si les gens sont d'accord. Oui, évidemment. Dans la mesure où tout le monde est d'accord. Moi, je suis d'accord de recevoir ça. Lui, l'autre héritier, après le décès éventuel, il est d'accord. Donc, ça a un caractère de quelque chose qui est, moi je te donne, tu acceptes et moi j'accepte et tout ça. C'est un acte qui est consensuel où les parties sont d'accord. Oustad, il faudrait toujours essayer. Nous, pourquoi j'ai toujours dit que le notaire est créateur de droit? Il faut toujours essayer de sortir du chemin classique. Par exemple, dans une famille recomposée. Moi, j'ai eu le cas. Quelqu'un qui a il a perdu son épouse, il a pris une autre épouse et il a des enfants. Oui. Et il ne veut pas laisser ce problème au sein des enfants avec la belle-mère. Alors, il a fait une donation d'un bien déterminé à la belle-mère
en la présence des enfants, mais à condition, cette donation, elle est là, donc c'est une donation de partage, mais pas qu'elle se désiste, non, mais qu'elle consent que cette donation constitue une part de sa réserve héréditaire, de sa quote-part héréditaire, et qu'elle est à déduire du logement familial, donc qui reste aux enfants. Oui. Et puis le problème est réglé. Comme ça, elle a une maison, mais qu'elle ne s'émisse pas, qu'elle va pas leur dire moi j'ai la donation, mais quand même je prends mon 8e de l'autre côté. Non, c'est important parce que l'avantage c'est de ne pas être dans l'indivision dans beaucoup de biens. Surtout quand il y a une famille recomposée. Ça c'est pour éviter les problèmes. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un code des droits réels au Maroc qui définit quels sont les droits susceptibles d'être inscrits. C'est-à-dire, nous, on est obligé de se conformer de ce qui peut être ou susceptible d'être inscrit sur les livres fonciers. Parce que nous sommes également encadrés, si vous voulez, par cette loi qui est la loi 4709 ou quelque chose comme ça, sur les droits réels. C'est la fameuse loi, l'ancienne loi de 1913-1915 qui a été modifiée par le Code des sûretés réelles qui définit ce que c'est que la donation, ce que c'est que l'hypothèque, ce que c'est que l'anticrèse, ce que c'est que... Donc tous les droits réels susceptibles d'être inscrits. Des fois, on peut faire ce qu'elle a dit, c'est-à-dire créer des actes, etc. Mais on peut avoir après pour les inscrire au niveau de la conservation foncière, on peut avoir des problèmes au niveau de la conservation. Monsieur Saoudi, vous savez, il y a le code de droit réel, c'est sûr, mais il y a aussi le DOC. Mais il y a d'autres, parce que là, il ne faut pas s'attacher uniquement à un article. Il y a plusieurs articles qu'on peut combiner. L'essentiel, c'est d'être en contradiction et que ça soit conforme à la loi, mais la loi, on la cherche dans plusieurs codes. C'est comme la dernière fois, quand on avait parlé de la vente en viager, tout le monde s'est tombé des nues. Non, la vente en viager, elle est possible, elle est faisable au Maroc parce que rien ne l'interdit. Pourquoi ? Parce que si on fait marcher, on fait articuler des articles du DOC, absolument, j'ai lu même les articles de loi. Oui. Il y a une auditrice qui nous a contacté de Casablanca, c'est Madame Samira. On reprendra la suite du DR. Je sais que des fois, effectivement, la discussion s'oublie. Ah non, c'est bon. Allô ? Oui, Madame Samira, on est à votre écoute. Oui, bonjour Sylvie. Bonjour. En premier lieu, merci pour vous et pour Atlantique Radio pour cette émission. Je voulais juste partager avec vous une situation que j'ai vécue récemment. Il s'agit d'une donation. Mon mari m'avait fait une donation 50-50 avec ma fille de notre appartement. Et ça, c'était en 2011. Oui. D'accord ? Donc, nous l'avons fait à travers mon notaire. On a tout payé. Il m'a donné le contrat de donation. Malheureusement, par ignorance, tout ce que j'ai vérifié, c'est que c'est une donation irrévocable. Il y a 50% pour ma fille et 50% pour moi. Donc, j'ai gardé les documents et c'est terminé. Sauf que récemment, une précision, c'est que mon mari est décédé en 2020. Et là, il y a 2 mois, juste pour la constitution d'un dossier de visa, j'ai demandé en ligne le certificat de propriété. Oui. Et là, j'étais surpris qu'il y a 50% qui est toujours pour mon mari lâchement. Et la deuxième moitié, elle est divisée entre moi et ma fille. Je suis partie chez le notaire. On m'a dit non, effectivement, c'était la donation totale. Mais il se peut qu'il y avait un problème auprès de la conservation foncière. Et je suis partie à la conservation foncière. Oui. Et on m'a dit non, il y a la clause, le contrat, là on dit la moitié indivisible. Du coup, 50-50 de la moitié indivisible. Et donc, vous avez un quart et votre fille, elle a un quart et l'autre moitié
c'est pour votre mari. Je suis retournée chez le notaire. Il m'a dit non, on va essayer, mais je vais vous faire une lettre et il faut aller la déposer auprès de la conservation foncière pour faire le nécessaire. Bref, avec presque... j'essaye de garder mon calme. Je lui ai dit, écoute, mais si vous avez demandé le certificat de propriété le moment où vous avez fait la procédure, on aurait dû éviter ce problème. Maintenant, mon mari, il est décédé. Donc, comment je vais faire si on me demande un document supplémentaire ou quoi que ce soit? Il m'a dit non, ça s'est passé en 2011 et à l'époque, il n'y avait pas une obligation après une donation de demander des certificats de propriété. Dieu merci, on est parti avec une notaire qui travaille chez le cabinet de le notaire à la conservation foncière. On a expliqué le Mouhafid lui a expliqué la situation. Je ne sais pas ce qu'ils ont présenté comme document aux demandes. Et finalement, il m'a aidé à faire les changements nécessaires. Certes, j'ai dû supporter des frais supplémentaires, genre dans les 1000 dirhams. Donc, pour moi, c'était pas la fin du monde. Mais ma question, là, on est parti chez le notaire et c'était une discussion verbale. Il y a des conservateurs qui sont plus conservateurs que celui auquel vous avez eu affaire. Donc, oui. Oui, et malheureusement, on m'a dit, écoutez, il ne faut pas mentionner que votre mari est décédé. Là, devant le conservateur, il m'a dit, est-ce que votre mari est toujours en vie? Je lui ai dit non. Est-ce que vous avez des problèmes? Non, je n'ai pas de problème. Ça s'est passé en 2011. Mon mari est décédé en 2020 et je n'ai jamais eu le besoin de demander les certificats de propriété. Aujourd'hui, je suis juste en train de préparer un dossier de demande de visa et je me suis dit, bon, pourquoi pas mettre un document pour appuyer ma demande. Oui. Mais là, ma question est, si jamais le conservateur n'a pas pris le dossier avec un peu de sérieux, je ne sais pas, professionnalisme ou de confiance en moi, en mes paroles. Et avec le notaire, il n'y avait pas d'écrit, c'est juste, on était chez lui, on a demandé tout ce qu'il fallait faire. Et il a fait, apparemment c'était un contrat qui était utilisé pour quelqu'un d'autre et ils ont omis de changer la moitié individuelle. Madame, écoutez, vous savez, le conservateur a le devoir d'inscrire exactement ce qui est porté sur l'expédition délivrée par le notaire. Oui. Alors, le notaire, je termine. Le notaire, le jour où vous étiez copropriétaire avec votre mari, 50% de votre mari, n'est-ce pas? Non. Il avait la totalité. Voilà, d'accord. Alors, donc, sur le contrat que vous avez signé, de donation, sur l'acte de donation que vous avez signé, votre mari, il vous donne la totalité de la propriété. La totalité de la propriété dite Kada, le nom de la propriété située à objet du titre foncier, à raison indivisément entre vous et votre fille, à raison de 50% et de moitié chacun. Donc vous avez bien lu ça sur votre contrat, sur votre acte de donation. Oui, mais après on revient il y a le problème. Il y avait une autre formulation. Laquelle? Madame Samir. Quelle est la formulation que vous avez eue? Là, il y a désignation du bien. Oui. Donc, ils ont mentionné la moitié indivisible. La moitié indivisible, il était pleinement. Non, alors là, il y a un problème de rédaction. Bah oui, effectivement. Parce que le conservateur a le devoir d'inscrire exactement ce que le notaire lui donne. Oui, mais malheureusement... Mais là, le notaire, il m'a dit, oui, effectivement, j'ai vérifié sur le dossier, les paperasses que j'ai sur le dossier, la donation, elle a été faite sur les données que vous m'avez données, c'est que vous
vous avez votre mari a fait la donation totale, 50%. Mais madame, vous avez bien lu le contrat avant de le signer. Pourquoi la bonne foi de madame Samira a été facile à prouver? C'est parce que le mari était propriétaire de 100%. Or, dans l'acte, il est dit que il ne donne que la moitié. Qu'il ne donne que la moitié. Or, il est propriétaire à 100%. Le notaire se souvient que dans l'échange, effectivement, la volonté était de transmettre 50% au profit de la fille, 50%. Et c'est pourquoi on revient après la désignation du bien donné, on revient et on dit l'inscription actuelle va être tant pour monsieur, tant pour madame, tant pour la fille. On précise. Bien sûr. J'ai un reçu de paiement pour le notaire, là où il mentionne, bon, j'ai dans les environs, je sais pas, des honoraires de 5 000 dirhams ou quelque chose de plus, mais il a dit donation totale. Là, ma question est que si jamais le notaire il a refusé par exemple de m'aider, il me dit que ça s'est passé il y avait longtemps, moi je vais trouver comme quoi la donation elle a été faite ou les données qu'on avait demandées au notaire c'est à 100%, non pas 50% de la propriété. Donc moi je recommande à toute personne, quand on va chez le notaire, on prend le temps de lire exactement ce qu'on est en train de signer. Parce que une erreur peut être produite, mais il faudrait lire ce que vous signez et demander un certificat de propriété pour clôturer le dossier. Et là, maintenant, je crois que tous les notaires le font. Une fois une transaction inscrite sur les livres fonciers, il faut fournir un certificat de propriété pour être sûr que toute la procédure est arrivée à son terme. Est arrivée à son terme, parce que des fois, effectivement, c'est pas le seul cas. Bon, maintenant, le problème est réglé, c'est tant mieux. Le conservateur, il est impossible que le conservateur rectifie quelque chose si l'administration n'a pas fait une erreur matérielle. Mais il ne peut en aucune manière rectifier l'acte ou procéder à donner des droits qui ne sont pas inscrits. Donc c'est une erreur matérielle qui a été faite par l'administration, auquel cas le conservateur a le droit de la rectifier. Oui. Donc certainement il y a une mauvaise rédaction. Il y a une mauvaise rédaction. Il y avait un acte qui spécifiait des choses contraires à ce qui était... Vous vous rendez compte de la responsabilité qu'il peut avoir le conservateur s'il change... Le contenu du texte. Bien sûr, la responsabilité du notaire également. La responsabilité du notaire et surtout des conservateurs, il peut les indigner par le tribunal et c'est une responsabilité personnelle. Effectivement. Qui est attachée à titre personnel. C'est pour ça que les notaires ont une assurance professionnelle et j'imagine que ce n'est pas dérisoire. Puis on ne connaît pas le dossier entre nous. Toujours. On ne peut pas répondre objectivement. Mais cela dit, c'est un exposé des faits qui m'a semblé assez limpide. Il est 11h50, on va se retrouver après la respiration musicale et on reprendra la suite de notre émission des experts consacrée ce matin aux donations. Et nous sommes avec nos invités qui nous disaient qu'ils passaient leur temps à régler des problématiques. On a des problématiques dans la vie. Quand on peut rendre service. Des fois, il y a des petits blocages et tout ça. Rendre service n'est pas chose interdite, au contraire. Le don de soi, ça existe. Mais la donation-partage, pour que nos éditeurs ne restent pas sur leur faim. Alors, pour procéder effectivement aux donations-partage, il faut évaluer les biens. Oui, alors, l'évaluation. L'évaluation, c'est une évaluation tout à fait, si vous voulez, par rapport à la valeur qu'on veut donner au bien. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'une grande discussion. Fiscalement parlant. Fiscalement parlant, parce que de toutes les façons, vous savez qu'en matière de donation entre ascendants, descendants, entre conjoints, d'accord, entre conjoints, il n'y a pas d'impôt. Il y a une exonération de la taxe sur les profits et revenus fonciers. Donc il n'y a que les droits d'enregistrement et les droits d'inscription et les droits d'inscription à la conservation foncière. Donc on fait une estimation tout à fait comme ça. On n'a pas besoin de nommer un expert. Toujours. Non.
Pas de C'est amiable, c'est comme C'est- un partage amiable. Oui. Absolument. Pas- Et de toute façon, quoi qu'il en soit, la valeur que nous donnons à la donation, au moment de l'évaluation pour le paiement de ces droits d'enregistrement d'inscription à la foncière, n'est pas prise en considération en cas de revente de ce bien. On revient à la dernière mutation à titre onéreux, pas à la donation, à titre gratuit. C'est-à-dire, on paye les impôts sur la différence entre le prix d'acquisition initiale et le prix de vente en définitif. Ah bah ça, c'est Mais, un- et la donation reste une simple donation. C'est Et évidemment, les droits d'enregistrement qui sont à payer sont en fonction de cette évaluation qui est faite. Oui, tout à fait, de 1,5%. De la valeur qu'on va décider que... Absolument, c'est une valeur tout à fait Et subjective. d'après ce qu'on a dit, en tout cas, il n'y a pas nécessairement de redressement sur les donations parce que... Non. Sur les donations, si. Il peut y avoir des redressements sur les droits, oui. Il peut, mais Parce que Mais normalement, sur la valeur, sur la valeur, on ne normalement. redresse pas. Non. Pourquoi? Parce que là, vous donnez à titre gratuit. Vous faites un acte de générosité. D'accord, l'État perçoit quand même suffisamment. Et puis il y a l'exonération de la taxe, il y a l'exonération de la taxe qui est prévue. Mais en toute chose, il y a parfois l'excès de zèle. Nous, on va être redressé à juste titre. On est un peu débordé. On va écouter les actualités qui nous sont présentées dans quelques instants par Kamal Sal et on se donne rendez-vous demain pour d'autres thématiques des experts. Les experts sont sur Atlantique.